Bonjour à tous, je suis Olivier Gate, donc je suis gérant de la société VRMS et je vais vous parler de notre offre en termes de contrôle qualité de données géographiques et notamment d'un logiciel qui s'appelle Caligeo. Donc très rapidement, notre société, donc VRMS, c'est une société qui est basée à Perpignan. Voilà, une quinzaine de personnes. Bientôt plus. Donc, nous avons deux métiers. Le premier, c'est la distribution du logiciel FME. Donc, je remercie beaucoup Steve et Peter pour avoir fait la promotion de FME tout à l'heure. Donc, on vend FME, on fait de la formation, de l'expertise, du support technique, etc. Et puis, on a une casquette d'éditeur aussi. Donc, on développe nos propres solutions. Sachant que tous les produits que nous développons, ils utilisent FME. Donc ce sont des surcouches qui utilisent toute la puissance de FME comme un moteur de traitement de données géographiques. Donc parmi ces logiciels, je vais vous parler d'aujourd'hui essentiellement du logiciel qui s'appelle Caligeo, donc qui est dédié au contrôle qualité de données géographiques. Alors notre offre qualité, bon, déjà de base c'est FME. Je pense ou j'espère que beaucoup parmi vous connaissent ce produit. Donc FME va vous fournir tous les opérateurs de base qu'on appelle les transformers, ce qui va vous permettre d'assurer tous les contrôles que vous pouvez imaginer, ce que ce soit sur les attributs, sur la géométrie, sur la topologie. Ou si ça n'existe pas, vous pouvez facilement les fabriquer en Python ou avec d'autres opérateurs. Donc ça vous permet de contrôler, d'assurer un certain nombre de contrôles sur des centaines de formats. Et puis après, c'est à vous de développer le traitement pour assurer ces contrôles et puis pour produire le résultat que vous souhaitez. Donc si vous voulez un résultat sous forme de rapport HTML ou Word, vous pouvez le faire, mais il faut le développer avec FME. Voilà, pardon. Donc, au-dessus de FME, donc, nous avons développé une application donc, qui s'appelle Caligeo et qui va permettre d'industrialiser cette phase de contrôle et qui va offrir des outils de plus haut niveau, même s'ils s'appuient sur FME. Donc, ce sont des outils de conception, de réalisation de contrôle et puis de reporting. Donc, un petit peu ce qu'a dit Stéphane tout à l'heure. On peut tout à fait concevoir des traitements de contrôle qualité avec FME, mais si le jeu de données devient complexe, il y a beaucoup d'attributs, beaucoup de contraintes, de règles à vérifier, à valider, ça devient assez lourd à maintenir. Donc d'où l'intérêt d'utiliser un outil dédié. Et puis, au-dessus de Caligeo, on peut rajouter un autre de nos produits qui s'appelle GTF, qui va vous permettre tout simplement de publier ces traitements, ces contrôles conçus avec Caligeo dans un environnement web. Donc avec Caligeo, vous êtes tout seul dans votre coin, vous pouvez contrôler des jeux de données de manière un petit peu industrielle, c'est-à-dire volumineuse. Mais si vous voulez partager ces possibilités de contrôle à d'autres utilisateurs, par exemple, notamment des producteurs. Là, il vaut mieux être en environnement web. Avec VGTF, donc, va vous apporter des fonctionnalités de partage de traitement, mais aussi de supervision, éventuellement d'automatisation. C'est-à-dire que si le jeu de données que vous avez donné à valider est conforme, eh bien, on peut l'intégrer automatiquement dans une base de données, d'une géodatabase ou enchaîner d'autres traitements. Bon, et enfin, on peut utiliser notre outil de web mapping qui s'appelle VMap pour la consultation et éventuellement la modération, comme l'a indiqué Thomas Portier tout à l'heure. Ça peut être intéressant dans un certain nombre de cas de pouvoir visualiser les erreurs et puis de rajouter des informations, des commentaires sur ces erreurs. Donc, je vais essentiellement parler de Caligeo. Alors, Caligeo il fait trois choses. Tout d'abord, la conception. On largement insisté ce matin, il y a plusieurs personnes qui ont largement insisté sur le fait que la qualité de manière absolue, ça ne veut absolument rien dire. C'est toujours lié soit à un référentiel, soit des règles qui vont permettre de comparer, de vérifier si le jeu de données est conforme. Notre référentiel, c'est ce qu'on appelle un schéma de contrainte, ce que nos collègues de One Integrate appellent des règles. À quelque chose près, ça doit être un petit peu équivalent à ce que présentait le monsieur de OpenStreetMap aussi. Frédéric, c'est ça. Donc ces schémas de contrainte ils vont pouvoir être conçus, développés dans Caligeo. Puis une fois qu'on a développé un schéma de contrainte, on va pouvoir passer à la partie contrôle. La partie contrôle permet de contrôler, de vérifier si un jeu de données
est conforme au schéma de contrainte défini précédemment. Donc, lorsqu'on lance un contrôle, ça fait deux choses. Ça recherche les erreurs, donc les incohérences par rapport au schéma de contrainte, et puis ça va collecter des statistiques. Puis enfin, il y a une troisième partie dans le logiciel qui permet d'exploiter ces erreurs, donc de les consulter, puis de générer des rapports ou des exports. Voilà, on va passer tout de suite à la démo. J'ai essayé de ne pas faire trop de PPT. Donc ici, vous avez la liste des schémas de contraintes qui existent déjà dans le logiciel Caligeo. Là, on ne voit pas grand-chose, je suis désolé. Ce que je vais faire, c'est qu'on va créer un schéma de contrainte. Donc, je vais faire quelque chose vraiment très simpliste. Hein. Je vais créer un schéma donc à partir d'un jeu de données. Je vais l'appeler commune, tout simplement. On va prendre pour ça un fichier shapefile qui va être utilisé comme modèle. Il est là, super. Voilà, et je l'importe. Donc, ce que fait, vous voyez, il y a FME qui tourne en tâche de fond. Voilà, il a tourné. Et il a créé ce schéma qui s'appelle commune. Donc, ce schéma commune, pour l'instant, il ne contient pas grand-chose. Il contient la description des types d'entités. Voilà, là, il n'y a qu'un type d'entité, juste commune, on ne voit pas grand-chose. Et puis, à l'intérieur, vous avez la liste des attributs. Donc, concevoir un schéma de contrainte, ça revient à définir des règles, soit sur les types d'entités. Par exemple, on peut dire que le type d'entité est obligatoire, le type d'entité commune, et que dans le type d'entité commune, on ne doit avoir que des polygones simples ou des polygones à trous, par exemple. Pourquoi pas ? Voilà. On peut définir des contraintes aussi sur la géométrie de l'objet. On peut définir des contraintes sur les attributs. Par exemple, ici, j'ai un attribut code INSEE que je peux valider par rapport à une expression régulière. Donc, il y a une liste d'expressions déjà définies, mais je peux en définir d'autres, bien entendu. Une expression régulière, je ne sais pas si tout le monde voit de quoi il s'agit. Il s'agit d'une syntaxe formelle. C'est vraiment un mécanisme très, très puissant. Une syntaxe formelle qui permet de vérifier si une chaîne de caractères correspond à certains critères. Un code postal, par exemple, vous voyez à peu près ce que c'est. Il faut que tu aies 5 caractères. Des chiffres, mais pas forcément, parce qu'il y a la Corse. Dans la ville Corse, on peut avoir 2A et 2B. Voilà, il y a un certain nombre de règles à respecter. Donc l'expression régulière qui est là va permettre de vérifier si le code INSEE saisi et peut être conforme ou pas. On peut saisir des contraintes de valeurs numériques, donc des plages de valeurs, minimum, maximum. Pareil sur les dates, sur des formats de dates, etc. On va pouvoir définir des contraintes d'unicité, c'est ce qu'on trouve classiquement dans des bases de données. Vous pouvez définir voilà, une contrainte d'unicité, une clé primaire. Voilà, on va mettre sur le code INSEE. Vous allez pouvoir définir des contraintes, c'est une contrainte topologique, voilà, de type polygonal, ou des contraintes de cardinalité ou de relation spatiale. Là, il n'y a qu'un seul type d'entité, mais on pourrait tout à fait dire que une commune, un bâtiment doit être totalement à l'intérieur d'une parcelle, par exemple, des choses comme ça. Pareil, vous avez des contraintes de construction. Et puis, pour tout ce qui n'existe pas, vous avez la possibilité de développer du code TCL ou Python, c'est plutôt Python maintenant, pour définir les règles que vous allez vouloir valider dans votre jeu de données. Alors, je n'ai pas parlé des statistiques. Aussi, on peut définir des statistiques. Voilà. Alors, il y a 3 types de statistiques. Numérique, quand vous définissez une statistique de type numérique, ça vous permet de récupérer les valeurs minimales, maximales, la moyenne, écart type, etc. Chaîne de caractères, ça vous permet de compter le nombre de valeurs nulles et non nulles. Et puis domaine, ça vous permet d'obtenir le nombre d'occurrences de chaque valeur. Je suis désolé, c'est vraiment très petit, on voit rien du tout. Ok, bon. Une fois que vous avez défini... Ouais, bon, très bien. Mais du coup, on ne voit plus le côté, alors. Il faut que ce soit du dynamique, alors. Une fois que vous avez défini votre schéma de contrainte, vous allez pouvoir passer à la phase de contrôle. Donc là, on va dire qu'on veut contrôler un jeu de données au format shapefile. On va prendre le même. On ne va pas s'embêter. On va le comparer à un schéma. Là, on a dû définir un schéma commun qui est là. Voilà. On va calculer les statistiques. Et là, je lance le traitement, contrôle. Alors, on ne voit pas, mais... Bon, il y a FME qui tourne en bas. Là. Voilà, on va tourner un petit peu en bas. Voilà. Donc ça, c'est la phase de contrôle.
Donc on n'est pas du tout dans l'interactif comme avec OneIntegrate. Vous voyez, il n'y a pas d'interface graphique, on ne voit pas les données cartographiques. On est plutôt dans l'industriel. L'idée, c'est de traiter de gros jeux de données, gros petits, mais en tout cas de le faire un petit peu à l'aveugle. Et puis une fois que le travail a été fait, le calcul a été fait, eh bien, on va pouvoir passer à la phase d'analyse. Voilà, ça c'est le contrôle qu'on vient de faire. Voilà toutes les erreurs ici qui ont été détectées. Alors, je ne sais pas ce que j'ai mis, violation de contraintes de téléstallation, parce qu'il y avait des problèmes de topologie. Voilà, toutes les erreurs sont là. Bon, il n'y avait pas grand-chose. Géométrie non conforme, là. Je ne sais pas pourquoi. Parce que... voilà, c'était un agrégat et j'avais interdit les agrégats. Bref. Donc, vous avez ici les statistiques. Il y a eu 26 communes. Le code INSEE, le nom, ben, il est toujours rempli. Et vous avez ici les statistiques numériques. Et tiens, numérique, je ne le vois pas. Je n'ai pas dû le saisir. Voilà, différentes statistiques disponibles. Bon, les informations qui sont là sont disponibles sous forme de rapport, donc au format HTML, où vous pouvez exporter les erreurs dans tous les formats que vous pouvez imaginer avec FME. Donc ça peut être du shapefile, du mapinfo, etc. Excusez-moi, je vais un peu vite pour cette partie basique parce que je veux vous montrer d'autres choses par la suite. Voilà, donc ça c'est pour on va dire, le principe de base. Voilà. Après, ce qui me paraît intéressant dans Caligeo, c'est qu'on peut s'en servir comme outil, on va dire, collaboratif, grâce à un format d'échange. Tout le travail de spécification des contraintes, c'est la partie un peu ingrate, fastidieuse, que je vous ai présentée rapidement, qui a été rapidement mise en œuvre ici parce que le jeu de données était très très simple. Mais si vous avez des jeux de données avec des dizaines de types d'entités, des centaines d'attributs, ça correspond à un véritable travail. Donc une fois que vous allez avoir fait ce travail, voilà, qu'on note, ça peut être nous aussi bien sûr, vous avez la possibilité de l'exporter et donc de l'importer. Et pour moi, cette possibilité d'échanger ces schémas de contraintes, c'est vraiment quelque chose qui est assez important. C'est ce que je vous propose de voir dans le ou le première étude de cas, le deuxième démo, dédié au contrôle de jeux de données de type GraphTHD. Je ne sais pas si vous connaissez le format GraphTHD. C'est un format qui devrait intéresser beaucoup les collectivités. Donc c'est ce qu'on appelle un géostandard concernant l'aménagement numérique des territoires. Ça, c'est la description officielle. En fait, c'est la description des réseaux de fibre haut débit utilisés pour le déploiement d'Internet à haut débit. Donc ce format a été normalisé par, je crois que c'est la Covadis ou le CNIJ. C'est un format, je crois que Peter a dit un mot anglais tout à l'heure qui était merdique. Voilà, alors je me permets de paraphraser. Voilà, c'est pas très propre. Hein. Je peux vous montrer. Si vous ne le connaissez pas. Qu'est-ce que j'ai là? J'espère que je ne froisse personne hein, ici. Il n'y a pas de concepteur de... GraphTHD. Voilà, ça c'est, je ne sais pas si vous voyez là. Bon, alors déjà il y a du shapefile. Alors quand vous savez qu'on appelle un fichier shapefile, c'est composé de 4 ou 5 ou 6 fichiers. Donc c'est un mélange de shapefile et de CSV. Et donc tout ça là, c'est un jeu de données GraphTHD sur une petite ou grande zone, je ne sais pas, mais vous voyez, il faut tout ça. Donc on a vite fait des erreurs. Voilà. Ensuite, il y a associé à ce format de données des spécifications. Alors, je voulais compter le nombre de pages, mais tout à l'heure, je me suis arrêté aux 55 mégas. Je voulais télécharger tout à l'heure. Je me suis dit, bon, on va laisser tomber. Donc, il y a 55 mégaoctets de spécifications en PDF. Donc, ça veut dire que si vous récupérez les spécifications formelles, enfin, pas formelles, papier, du CNIJ ou du site de la Covadis, vous avez un peu de travail pour ingurgiter tout ça avant de passer à la production et à la validation. Nous, ce qu'on propose de faire en fait avec Caligeo, c'est que y ait quelqu'un qui fasse le seul travail une fois, qui définisse ce schéma de contraintes, qui l'exporte et puis qui le mette à la disposition de ses collègues. Pourquoi pas.
Donc pour faire ça, nous, on fait ça déjà puisque, alors on ne développe pas les schémas de contraintes par pure philosophie et altruisme. Donc bien sûr, on fait ça dans le cadre de prestations. Mais par contre, quand ça a été fait, on le met avec grand bonheur à la disposition d'autres utilisateurs. Alors jusqu'à maintenant, on faisait ça, on va dire, à la main. Et puis, on est en train de travailler sur une plateforme d'échange. Alors, c'est pas beau du tout, c'est en version bêta. Alors, oui, bon, avant, j'avais prévu de vous parler de spécifications de la Covadis. Vous voyez, il y a beaucoup de standards, hein, ce qu'on appelle les géostandards. Là, c'est ceux de la Covadis. Il y en a sur le transport exceptionnel, sur l'adduction d'eau potable, la prévention des risques, etc. Il y en a beaucoup. Et puis, le CNIL, de son côté, fait les mêmes ou d'autres. Ce qui est très bien, parce que ça veut dire que maintenant, on a enfin des normes qui permettent d'assurer du contrôle de jeux de données, puisqu'on a enfin un référentiel. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas de référentiel, donc il fallait qu'on contrôle un petit peu à l'aveugle. Voilà. Donc notre idée, c'est pour tous ces jeux standards, de fournir un QSX, un schéma de contrainte, donc qui va pouvoir être utilisé dans Caligeo pour valider les jeux de données. Donc ça, c'est la Covadis. Et si je vais sur VStore, donc ça, c'est notre application qui est pas belle, qui est en cours de développement, hein, mais dans le principe, vous avez compris ce que c'est. Donc c'est un store, on va mettre... Alors nous, ou nos clients, n'importe qui va pouvoir développer et proposer ses propres projets. Alors là, c'est pas du VMAP, mais ça peut être du FME, hein, des transformeurs personnalisés et autres. Mais là, comme on parle de qualité, je vais aller plutôt sur Caligeo. Voilà, il y a déjà un certain nombre de schémas qui ont été définis. Pour le PLU, pour le PCRS, pour l'eau potable, etc. Nous, on va s'intéresser au format GraphCHD qui est là. Voilà. Donc on a la description, normalement, voilà, qui est là. On peut donner son avis, dire c'est super, ça marche bien. On a les licences, ça c'est important. Si vous déposez vos propres QSX ou autre format, vous allez pouvoir proposer votre propre fichier de licence. Et puis, donc ce que je vais faire, je vais télécharger. Voilà, ce QSX, voilà, qui est là. Il vient d'arriver, document 1.zip. Donc je vais extraire d'un document. Voilà, il est là, document 1. Donc là, je retrouve le fichier QSX, donc le schéma d'export, et puis le fichier de licence. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à aller dans Caligeo, dans contrainte. Je vais importer ce schéma de contrainte, importer des schémas. Voilà. Je vais aller le localiser. Normalement, il doit être dans téléchargement, document 1, grâce voilà, QSX. Voilà. Donc là, je l'ouvre, clac, valider. Voilà, ça prend un peu de temps, mais voilà. Donc là, on est en train d'importer toutes les règles qui ont été définies préalablement. Et puis, dès que ça va être fait, je vais pouvoir passer à la phase de contrôle, puisqu'avec un peu de chance, j'ai un jeu de données. Voilà, contrainte importée avec succès, super. Et alors là, vous pouvez apprécier ou admettre ou vous effarer la complexité de ce jeu de données. Voilà. Donc là, je prends une app, je sais pas, Love. Je sais pas ce que c'est, Love. C'est beau comme nom de type d'entité. Donc il y a un type d'entité Love. Apparemment, c'est sans géométrie. Donc il doit y avoir que des attributs. Et cet attribut-là, il n'y a pas trop de contraintes. Attendez, je vais essayer de prendre des choses avec des contraintes. Voilà, là, c'est une contrainte de date. Donc, il y a une date qui donne une forme un peu particulière. Voilà, masque. Sur nœud, un nœud, ça doit être plus intéressant. Un nœud. Pour la limite, c'est pas très grave. Les contraintes sont là. Du coup, elles sont exposées, elles sont visibles. Là, il y avait une expression régulière, là, pour l'identifiant de nœud. Ouais, voilà. Après, il peut y avoir des domaines de valeur, il peut y avoir tout un tas de choses comme contraintes. Voilà. Là, par exemple, cet attribut-là, vous voyez, il peut prendre ces valeurs-là, ELE, OPT, etc. Allez, donc là, je vais pouvoir passer maintenant à la phase de contrôle. Donc là, on a été obligé de développer un format un peu particulier parce que c'est un format un peu bâtard, excusez-moi, enfin un peu particulier, donc qui est à la fois du CSV et du shapefile. Donc nous, on en a fait un format zip. On s'est dit
que pour pouvoir le contrôler, il faut qu'il ait des limites bien définies. On ne peut pas faire n'importe quoi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon. KDGO, voilà. Grâce CHD, voilà. Le jeu de données, voilà. Et puis je le valide par rapport à Grâce CHD 2007, statistique, et bing boom, et voilà, je lance. Voilà, donc là c'est mon jeu de données, celui que vous avez vu tout à l'heure, mais qui a été zippé, parce qu'on considère que pour valider quelque chose, il faut au moins que ce soit bien délimité. Si c'est des choses en vrac d'un répertoire, on ne sait pas faire. On ne sait pas ce qu'il faut prendre, pas prendre. Et puis, donc là, ce que fait l'application, c'est qu'elle détecte les erreurs. Même si le jeu de données n'est pas très gros, c'est un jeu de données qu'on utilise pour passer dans un peu tous les cas de figure. Donc il y a pas mal d'erreurs. Et puis on va collecter des statistiques aussi sur ce jeu de données. Ça prend un peu de temps, il y a beaucoup de vérifications à faire, beaucoup de types d'entités, beaucoup d'attributs. Ça va arriver. On voit FME, donc qui travaille, vous ne voyez pas en bas, mais c'est du FME derrière. Voilà, ah, non. C'est pas très bon les creux comme ça. Voilà, si ça va arriver. Ouf. Successful. Ok, oui, je vais rajouter le résultat d'analyse. Voilà. Ah ben non, il n'y a que 22 erreurs. C'est pas si méchant que ça. Voilà les erreurs. Donc, je sais pas, l'attribut test n'est pas autorisé dans le type d'attribut. Ah, vous voyez pas, de toute façon. Mais ça bouge, donc vous voyez qu'il y a une grande diversité d'erreurs. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire? Si je vais pouvoir vous montrer un rapport quand même. On va générer un rapport rapidement. Type générateur multi-contrôle. Multi 2016. Alors ça, je sais pas ce que c'est. On va faire de l'HTML. Et on va mettre ça dans ce PC. Temp, la Calijo. Voilà, et 16h22, ouais, 16h22, c'est bon. Il a terminé là ou pas? Pas si le message. Oui, ouais, qui a été bien terminé, donc voilà, il est là. Donc voilà le rapport qui a été généré. Donc là c'est HTML, mais bon voilà, vous avez la liste d'erreurs, le nombre de contrôles, une synthèse et puis le détail ici. Voilà. Ok. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, voilà, c'est de faire travailler les autres, c'est-à-dire notamment les producteurs. Donc de donner la possibilité aux producteurs de valider eux-mêmes leur jeu de données en utilisant un outil de ce type. Donc pour ça, notre solution, c'est de passer par notre produit qui s'appelle GTF. Donc c'est une application web donc, qui permet donc, bien sûr à un grand nombre de personnes de se connecter. Condition qui est débit. Alors, moi je vais me connecter avec mon compte là, voilà. Donc cette application permet à tous les utilisateurs de disposer de son propre environnement de travail qui donc, permet aux utilisateurs de soumettre des demandes de traitement qui sont ensuite réalisées par FME. Donc GTF sert à publier des traitements FME, puis après, ces traitements sont disponibles pour tous les utilisateurs. Donc là, je me trouve dans mon espace de travail, et donc je peux visualiser les différents, voilà, on doit pouvoir voir là, un peu mieux là, les différents traitements que j'ai réalisés récemment. Donc le dernier s'appelle rapport de saisie sur site de démo VMAP, par exemple. Voilà. Donc là, je vais lancer une autre... je ne sais pas comment faire pour que ce soit visible. Voilà. Bon, c'est pas mieux. Donc je vais ajouter une demande de traitement. Ajouter une demande, voilà. Je vais aller dans la catégorie contrôle. Et je dispose des droits pour exécuter un traitement qui s'appelle Coligeo 2017. Voilà.
Et ce traitement, il va me permettre de localiser le jeu de données à valider. Donc là, je vais reprendre mon jeu de données GRASS THD. Je vais lui demander de le valider par rapport au schéma de contrainte qu'on a importé tout à l'heure. Je vais lui dire le format source, c'est du GRASS THD schéma zip. Donc c'est le schéma qu'on a inventé. Je vais valider tous les fichiers. Et en sortie, je veux, par exemple, juste un rapport. Et je le demande. Voilà, je lance la demande. Donc là, le fichier est envoyé sur le serveur et il est en cours de traitement. Je peux aller boire un café, faire ce que je veux, ou attendre là 1 minute et le traitement sera fait. Dans le pire des cas, je vais recevoir un email avec le résultat du traitement. Voilà. Donc c'est de la synchrone, donc ça veut dire que voilà, c'est en attente. Et dès que le serveur aura un moment disponible, il va assurer le traitement. Voilà, là c'est clignote, ça veut dire que c'est en cours. Voilà. Et puis, pendant quel traitement, je voulais vous montrer la dernière étape en fait. VStore, non c'est pas ça, je me suis trompé de bouton. Je vous ai dit que le dernier outil de notre gamme en termes de contrôle qualité, c'était VMAP, donc l'application de web mapping. Donc je vais vous le montrer. Oh là, je me suis localisé, mais je ne sais pas comment je me suis connecté. Donc c'est pas. Si je me suis connecté, Olivier. Ok. Donc là, je pense qu'il y a une carte qui a dû être créée par mes collègues, voilà, qui s'appelle Erreur Caligeo. Voilà. Qui permet de visualiser toutes les erreurs qui ont été traitées par Caligeo. Donc si je reviens ici dans mon traitement GTF, voilà, on voit que le traitement est terminé. Donc je peux télécharger le résultat. Donc le résultat dans ce cas-là, c'était un rapport. J'avais demandé à générer les erreurs et à générer un rapport en même temps. Donc c'est le contrôle numéro 9 qui vient d'être créé là. Donc si je repasse sur VMAP, je vais pouvoir visualiser sur cette carte. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, erreur Caligeo, je vais demander à visualiser uniquement les erreurs du contrôle numéro 9. J'applique le filtre et voilà, toutes les erreurs sont là. En plus, VMAP, c'est libre, hein, donc c'est gratuit. C'est gratuit, c'est libre. Voilà, il suffit que je clique sur un objet, là, et je devrais avoir la description. Erreur Caligeo, type d'erreur 012. Bon, ok, c'est pas terrible, il n'y a pas le message. Mais honnêtement, j'ai demandé aux développeurs de faire ça en catastrophe ce matin, donc le formulaire n'est pas très beau ici, pas disponible en édition. Mais vous voyez le principe. On peut visualiser les géométries et les données attributaires associées. Donc là, il y a le type d'erreur, c'est dommage qu'il n'y ait pas un message d'erreur un peu plus explicite. Bon voilà, vous voyez un petit peu le principe. Je crois qu'en gros, je finis. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Une rapide synthèse, on a déjà abordé ce matin un peu les suites. D'abord, remercier tous les intervenants. Il y en a qui ont pris l'avion, le train pour venir ici. Et puisque cette journée s'adresse évidemment en priorité au réseau, on va dire, régional, mais la qualité dépasse aussi le niveau régional. Et on a des collègues d'Occitanie ou d'ailleurs qui sont là aussi. Bon, le sujet est assez technique, donc c'est vrai en général quand on fait des journées techniques, on a plutôt plus de 100 personnes, donc je suppose que ceux qui sont là étaient vraiment très intéressés et très, on va dire, sensibilisés à ces problématiques sur la qualité. J'espère qu'au moins le niveau et la complémentarité des interventions, que ce soit entre les concepts ou les bases de la norme, les retours d'expérience et un peu les outils qu'il existe dans le monde industriel, institutionnel ou professionnel sur la qualité, vous a dressé un premier panel pour ceux qui n'avaient pas à peu près une vision, on ne va pas oser dire exhaustive, mais assez complète de la situation sur la qualité. Tous les documents, encore une fois, seront disponibles sur le site du CRIJ. Peut-être demain ou en début de semaine prochaine. Le temps qu'on publie les vidéos et un peu de montage sur la chaîne YouTube seront d'ici une semaine ou deux disponibles sur le site du CRIJ. Ce qu'on fera, c'est un questionnaire, pas forcément les questionnaires satisfaction, mais un questionnaire en effet pour avoir vos retours. On vous l'enverra, vos avis, et aussi savoir si parmi vous, il y a des choses qui vous ont intéressé ou qui ont manqué, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on insiste, et notamment, on l'a dit quand même au fil
en fil rouge de la journée. Je pense qu'on a tout un intérêt à lancer un groupe de travail, non pas thématique, mais technique sur la qualité. Alors je peux le faire à main levée, mais est-ce qu'il y en a parmi vous, parmi ceux qui sont encore restés, qui seraient intéressés de rejoindre un groupe de travail qualité si on le monte, comme on mène et qu'on anime nos pôles métiers? Donc là, je pense que ça sera quand même un groupe de travail que le CRIJ animera en direct, contrairement à quand on fait un pôle métier où on est là plus des facilitateurs et on essaye toujours de trouver des binômes au niveau des collectivités, des services de l'État, même des sociétés quand on travaille sur l'urbanisme ou l'agriculture. Et un groupe de travail dans lequel on a envie de montrer ce que nos axes de rapprochement avec le CEREMA, que ce soit encore une fois dans le PIA ou pas dans le PIA, sur toutes les manières de traiter, de vulgariser et de proposer des outils sur la qualité, en faisant aussi un maximum de veille technique et de se rapprocher des outils et des chaînes de qualification qui existent, que ce soit dans le monde industriel, on l'a vu, que ce soit dans le monde contributif comme ESM ou institutionnel, avec aussi l'expertise et l'expérience de l'IGN dans ce domaine-là. Et aussi en renforçant, je pense, dédié les liens avec le monde de la recherche, et plutôt comme nous, le CRIJ, que ce soit Stéphane quand il doit aller au groupe de travail du GNIJ sur les post-PLU, ou moi sur le PCRS, ou Claire sur l'Oxol, et on est aussi le témoignage des utilisateurs d'une communauté qui est quand même 4000 personnes en PACA et plus de 1500 organismes, d'aussi peut-être participer au groupe de travail dont on parlait, du groupe de travail du GDR Magis sur la qualité, et au moins que nous, dans un premier temps, on essaye de suivre vos travaux, qu'on en répercute dans notre groupe de travail et de favoriser les liens là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas occulter et essayer d'avancer, sinon on restera toujours très sporadique et un peu conceptuel, pour pas dire, c'était quoi, stratosphérique sur la qualité. Mais voilà, est-ce qu'il y en a du coup, est-ce qu'à chaud comme ça, est-ce qu'il y en a des personnes, ça n'engage à rien, hein, même si c'est filmé, qui sont intéressés pour que le CRIJ, dans ses missions et dans son programme de travail, non plus que pour ses besoins internes, et les services qu'on vous proposera participent de manière active, comme la journée technique, sur un groupe de travail sur la qualité. Voilà, vous pouvez lever la main s'il y en a qui sont à chaud. Vous n'êtes pas... Ok. Vous avez des réactions là-dessus ou sur... Oui. J'avais une question. Le travail sur la qualité, est-ce qu'il est uniquement fait ici, en PACA, ou est-ce que l'équivalent des autres CRIJ le fait et comment on peut disperser l'information? Alors disperser l'information, on le fera, puisque j'anime avec le réseau des CRIJ. Christine Arcas, qui est la directrice du CRIJ, est vice-présidente de la FIGEO, et dans le cadre de la FIGEO, il y a un pôle usage, donc elle est présidente du pôle usage, dans lequel il y a le réseau des CRIJ, c'est-à-dire le réseau des plateformes régionales, qui sont encore un peu plus de 13, puisqu'il y avait des régions un peu plus. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a l'habitude d'échanger, on fait des réunions téléphoniques 1 fois par mois, on fait des réunions physiques 3 fois par an, et on échange beaucoup là-dessus. Il y a sur des thèmes transversaux. C'est sûr que sur la qualité, quand on a créé des groupes de travail, ou même quand avec Gilles Troipoux, il y a 5-6 ans, du CERTU à Lyon, on avait fait, on n'était pas 50 plateformes ou utilisateurs, on ne l'est toujours pas. Alors après, il y a des gros utilisateurs, comme on a vu, quand il y a le club sur utilisateur FME, ou Spatial doit avoir aussi le sien. Osmose, il y a des contributeurs directs, mais au sens, niveau, réflexion, qualité, évidemment, ça s'adresse en général plus aux plateformes qui offrent un service. Après, peut-être plus les collectivités, quand on doit offrir aussi de plus en plus des services sur son outil SIG ou web. Mais à part, à ma connaissance, vraiment, le SI17, qui maintenant s'appelle Soluris, qui était donc Charente-Maritime, la petite relation qu'on a entre les collectivités, ce que tout à l'heure a dit Thomas, le Gers, voilà, Tigeo, etc. Mais encore là, eux, ils sont plutôt utilisateurs, soucieux de la qualité, mais pas proactifs là-dessus. On n'est pas à 50, il y a peut-être un peu plus chez les Suisses. Je pense que c'est à nous à le porter aussi, quand je dis CRIJ PACA au niveau du réseau des CRIJ, donc ça c'est toutes nos... Et on le portera après, et il nous est facile aussi dans le milieu de la recherche, avec des gens comme Mathieu Nouchet, ou comme à Bordeaux, ou comme d'autres, à éveiller, puisque c'est quand même, on est assez quand même étanche. Ouais. Donc, pas étanche, mais perméable là-dessus. Voilà, mais il n'y a pas de grand dossier sujet de la qualité, et encore une fois, il n'y a pas... Yves qui a repris Bonnet un peu le dossier de Gilles, mais pour travailler depuis 10 ans un peu sur la qualité avec Gilles Troipoux, on n'a pas rencontré un élan débordant et des volontaires énormes. Mais je pense que c'est un des rôles des infrastructures géographiques ou des plateformes
d'information géographique, si on fait référence à la loi NOTRe, puisque maintenant c'est inscrit, qui doit proposer, comme tu proposes un service web de flux, etc., on doit proposer un service comme les métadonnées sur la qualité, la qualification des données, la certification. Voilà. Donc en lien encore une fois avec les outils qui existent, qu'ils soient dans le monde de la recherche ou privé, mais au moins assurer ce lien et créer, faire une émulsion. Voilà. Donc je pense que c'est ce qu'on va essayer de manière embryonnaire en PACA. De toute façon, s'il y a un PIA, il sera essaimé au niveau aussi national. On verra sous l'égide, et on le portera au niveau de la FIGEO. Voilà. Mais il n'y a pas, pour répondre à arrêter la circonvolution, il n'y a pas vraiment d'autres initiatives, je pense, sans faire injure à d'autres plateformes qui ont aussi je sais pas, le CREX, le PCRS, la DFCI pour Pigma. Enfin, on n'est pas réduit à une thématique, on a plus ou moins l'Oxol pour Occitanie, voilà. Mais sur la qualité, ça ne me vient pas. Voilà, c'est le sujet du jour. Voilà. Bon, ben merci beaucoup à tout le monde.